Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. 6 jours. C'est tout ce qui sépare le cessez-le-feu actuel d'un possible effondrement qui pourrait faire grimper les prix du pétrole à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis la crise financière de 2008. Et voici ce que presque personne ne dit tout haut en ce moment. Les États-Unis sont plus exposés à cet instant qu'ils ne l'ont été à aucun point chaud géopolitique au cours des 15 dernières années. Pas à cause des missiles, pas à cause des navires de guerre dans le Golfe, mais à cause des chiffres. Les chiffres de l'énergie, les chiffres de l'inflation, les chiffres politiques, où chaque dollar de plus à la pompe devient un vote. Je veux expliquer exactement ce qui arrive à l'Amérique si le cessez-le-feu s'effondre le 22 avril. Pas le scénario militaire, le scénario économique, parce que c'est celui-là que Washington redoute réellement. Parce que dans l'univers Trump, une doctrine géopolitique ressemble souvent à un slogan de campagne avec un macaron au drapeau. Voici où l'histoire commence. Le cessez-le-feu n'a jamais été construit sur la confiance. Il a été construit sur l'épuisement. 46 jours de frappe, de contre-frappe, et un détroit qui a secoué les marchés pétroliers mondiaux. Les deux camps ont accepté une pause. Pas la paix, une pause. Et l'écart entre ces deux mots, c'est exactement là où nous nous trouvons en ce moment. En date du 16 avril 2026, il n'y a aucun cadre, aucune structure d'entente convenue, aucune deuxième ronde pour parler direct, confirmée publiquement au calendrier. Ce qu'il y a, c'est une diplomatie de navette passant par le Pakistan, la Turquie et Oman. Les mêmes pays qui faisaient transiter les messages entre Washington et Téhéran pendant les pires semaines du conflit ouvert. Le Wall Street Journal a rapporté cette semaine que de hauts responsables américains décrivaient en privé l'écart entre les deux camps comme important. En langage diplomatique, cela veut dire « nous ne sommes pas proches ». La demande centrale de l'Iran n'a pas changé depuis février. Un engagement contraignant selon lequel les États-Unis ne mèneront pas une autre opération militaire contre ces infrastructures nucléaires. La position de Washington est tout aussi ferme. Aucune garantie contraignante. D'abord, un recul vérifié du programme nucléaire. Ensuite, on discute des assurances de sécurité, dans cet ordre. Ces deux positions ne sont pas dans la même salle de négociation. Elles ne parlent même pas le même langage diplomatique, et l'horloge continue de tourner jusqu'au 22 avril, quoi qu'il arrive. Alors, pourquoi cela compte-t-il pour l'Amérique en particulier? Pas seulement pour le Moyen-Orient, pas seulement pour le transport maritime mondial, mais pour les États-Unis comme histoire économique intérieure en ce moment, à cause d'un chiffre que presque personne ne relie à cette date limite. Ce chiffre, c'est 60 $. C'est à peu près là où se négocie aujourd'hui le pétrole brut WTI à la mi-avril 2026, selon les données actuelles du marché. Et 60 $ le baril, c'est presque exactement le seuil de rentabilité pour la plupart des producteurs américains de pétrole de schiste qui opèrent aujourd'hui. En dessous de ce niveau, la production de schiste devient économiquement non viable. Des plateformes ferment, la production baisse. Tout le cadre de domination énergétique de l'administration commence à se fissurer sous le poids de producteurs incapables de couvrir leurs coûts. La domination énergétique sonne majestueusement jusqu'au moment où le tableur réclame de vrais chiffres. Au-dessus de 90 $ le baril, on voit ressurgir l'inflation au moment même où la Réserve fédérale navigue déjà sur une ligne extrêmement mince entre la baisse des taux et la relance des pressions inflationnistes. Le détroit d'Ormuz est le cadran qui fait bouger ce chiffre. Et en ce moment, l'Iran a la main sur ce cadran avec 6 jours restants au compteur. JP Morgan a déjà publié publiquement son estimation de scénario. Si le détroit se referme de nouveau, le brut monte à 120 à 130 $ le baril. Ce n'est pas un analyste marginal, c'est la plus grande banque des États-Unis. C'est la dimension financière de ce que signifie réellement le 22 avril. Si les deux camps ne trouvent pas les mots pour maintenir le cessez-le-feu en vie et retournent tous deux à une confrontation ouverte, voici ce qui rend ce moment structurellement différent de chaque précédent face à face entre l'Iran et l'Amérique depuis 2005. Le coussin du pétrole de schiste américain est plus mince aujourd'hui qu'il ne l'a été depuis des années. La poussée de production intérieure qui donnait à Washington de la marge pour absorber les perturbations du Moyen-Orient sans douleur immédiate à la pompe. Ce coussin s'est considérablement aminci à l'approche de cette échéance. La propre modélisation de scénario de la Réserve fédérale de Dallas montre qu'une perturbation à Hormuz, aux niveaux actuels de production, pousse l'inflation globale américaine à la hausse d'au moins 3 points de pourcentage dans les 6 mois. Ce n'est pas une crise en soi, mais c'est une douleur politique réelle et visible. Cela se voit à l'épicerie, sur les billets d'avion, dans chaque industrie qui déplace des marchandises avec du carburant. À mon avis, c'est la contrainte que personne, dans la couverture médiatique dominante, ne relie assez directement au 22 avril.
La question n'est pas seulement de savoir si le cessez-le-feu tient. La vraie question, c'est ce qui arrive à l'économie américaine dans les 90 jours qui suivent s'il ne tient pas. Et la réponse est plus complexe que tout ce qu'on voit dans les manchettes quotidiennes en ce moment. Ce qui vient ensuite, c'est le système discret qui a gardé l'Iran économiquement en vie pendant 46 jours de guerre et de blocus naval. C'est là que cette histoire devient réellement surprenante. La Chine continue d'acheter du pétrole iranien. Pas en secret, pas illégalement, selon ses propres lois, ouvertement. Ce seul fait explique pourquoi ce cessez-le-feu est si fragile. L'Iran a exporté plus de 1 million de barils par jour en février, selon Kepler, un record depuis 2018. En mars, les perturbations de guerre ont ramené ce chiffre plus près de 1 million, tout en continuant de s'écouler vers la Chine. Cela signifie qu'un pays sous pression militaire active, avec des ports partiellement bloqués, continue quand même de faire circuler sa principale marchandise à des volumes presque normaux. Cela n'arrive pas sans un acheteur majeur. Et cet acheteur, c'est la Chine. Cette relation constitue le fondement structurel de la position de l'Iran à la table de négociation. La Chine achète le brut iranien par l'intermédiaire de ce que les analystes appellent la flotte fantôme. Des pétroliers qui désactivent leurs transpondeurs et naviguent sans diffuser leur position. Les raffineries réceptrices sont appelées des TIPO, des transformateurs indépendants de la province du Shandong, qui traitent du pétrole sous sanction depuis des années et posent très peu de questions. Elles paient en yuan. Elles opèrent à l'extérieur des systèmes financiers occidentaux et elles ont maintenu cette chaîne d'approvisionnement en activité à travers chaque ronde de pression américaine depuis 2018. Cet arrangement n'a pas été construit pour ce conflit. La Chine l'a bâti pendant une décennie pour survivre précisément à la pression financière américaine et cela a fonctionné exactement comme prévu. Voici pourquoi cela compte pour le 22 avril. La fermeté de l'Iran sur sa demande centrale, une garantie de sécurité contraignante, repose sur un calcul de survivabilité économique. Tant que les revenus pétroliers continuent de circuler par le canal chinois, l'Iran ne fait pas face à l'effondrement financier immédiat qui le forcerait à faire rapidement des concessions à la table des négociations. Le blocus crée une vraie pression. Les opérations portuaires sont perturbées. Les coûts d'assurance pour le transport maritime iranien ont bondi, mais le revenu pétrolier central, l'épine dorsale budgétaire de l'Iran, tient. Le Trésor américain a sanctionné des dizaines de navires engagés dans ce commerce. Mais sanctionner un navire ne l'empêche pas de naviguer. Les entités chinoises ignorent largement ces restrictions. Bloomberg a rapporté au début d'avril que des entités chinoises liées à l'État continuaient d'acheter du brut iranien malgré des avertissements explicites des États-Unis en utilisant des structures qui contournent la compensation en dollars. À mon avis, c'est l'asymétrie structurelle que Washington n'a pas encore pleinement résolue. Le blocus est un outil du système du dollar appliqué à une chaîne d'approvisionnement délibérément acheminée à l'extérieur de ce système. Les agences de renseignement américaines ont estimé au début d'avril que la Chine pourrait se préparer à transférer à l'Iran des systèmes antiaériens portatifs tirés à l'épaule. CNN a rapporté publiquement cette évaluation. Lorsqu'on lui a posé directement la question, le président a dit qu'il doutait que cela se produise. Sa propre communauté du renseignement a évalué le contraire. Rien ne rassure autant les alliés que de voir le renseignement se faire vérifier par l'instinct et l'assurance calibrée pour la télévision. Cet écart est quelque chose que Téhéran et Pékin suivent de près. Ce que cela suggère, c'est que l'Amérique gère deux problèmes distincts. Un face-à-face direct avec l'Iran et un défi stratégique parallèle avec la Chine qui n'est pas encore pleinement traité à la table. Parce que si l'oxygène économique de l'Iran continue d'arriver de Pékin, la pression du blocus frappe les murs d'une pièce dont la Chine a délibérément laissé une fenêtre ouverte depuis le départ. Ce n'est pas un échec de la capacité militaire américaine. C'est une limite structurelle d'une architecture de sanctions conçue pour un monde où le dollar était le seul jeu en ville. Et ce monde change discrètement depuis une décennie. La flotte fantôme, les paiements en yuan, les raffineries TIPO. Rien de tout cela n'a été construit pour ce conflit. Tout cela était déjà en place, en attente. Voici le scénario que la plupart des analystes ne modélisent pas publiquement. Et si le cessez-le-feu s'effondrait sans que le pétrole grimpe à 130 $? Et si les vrais dégâts arrivaient plus lentement et plus discrètement? C'est en fait l'issue la plus dangereuse pour l'Amérique. Pas le pic spectaculaire, mais l'usure lente. Des coûts énergétiques durablement élevés qui érodent discrètement la confiance des consommateurs, mois après mois. L'effondrement d'un cessez-le-feu se déroule en séquence. Le premier jour, les marchés réagissent. Le brut grimpe immédiatement de 10 à 15 $. Les assureurs commencent rapidement à retirer leur couverture pour le transit dans le Golfe. Du jour 2 au jour 5, les capitaines de pétroliers déroutent leurs navires par le cap de Bonne-Espérance, ajoutant de 10 à 14 jours au temps de transit.
Les tarifs de fret explosent et ces coûts se répercutent presque immédiatement en aval. Aujourd'hui, les premiers effets visibles atteignent les consommateurs américains. Les prix de l'essence commencent à monter. Le diesel, qui fait rouler le camionnage et l'agriculture, monte plus vite. La Réserve fédérale surveille cela de près. Les mains de la Réserve fédérale sont partiellement liées. Les baisses de taux stimulent la demande, aggravant l'inflation quand l'offre est contrainte. Les hausses de taux ralentissent une économie déjà en train d'absorber un choc énergétique venu de l'extérieur. Il n'existe aucune réponse propre de politique monétaire à une perturbation géopolitique du pétrole. La Réserve fédérale peut communiquer de la patience. Mais les ajustements de taux d'intérêt ne peuvent pas réparer un détroit fermé. Cet écart est réel. Une administration qui a construit son récit énergétique autour de la domination et des prix bas fait face à un vrai problème de crédibilité. Si les prix à la pompe montent de 20 à 30 cents dans les semaines qui suivent un effondrement. Une conférence de presse peut renommer le problème, mais il apparaît quand même sur la facture. Ce chiffre n'est pas catastrophique en soi, mais il tombe différemment après 46 jours de conflit que l'administration a décrit comme un succès. Le coût, c'est la promesse contre la réalité visible à la pompe. Les républicains au Congrès, dans les circonscriptions pivots, observent déjà cela avec attention. Plusieurs ont signalé en privé qu'une perturbation énergétique prolongée compliquerait leur positionnement de novembre. Cette pression politique revient directement à la table de négociation. L'effondrement d'un cessez-le-feu n'est pas seulement un événement de politique étrangère. Cela devient en quelques semaines une histoire politique intérieure. L'Iran a étudié de près les cycles politiques américains. Sa posture ferme sur les demandes centrales, souple sur l'optique, reflète un calcul selon lequel l'horloge intérieure de Washington tourne plus vite. Le guide suprême de l'Iran n'a pas à affronter une élection de mi-mandat. La Maison-Blanche, oui. Cette asymétrie dans les horizons politiques est l'un des avantages les moins rapportés que l'Iran détient en ce moment. Téhéran joue avec le calendrier, pendant que la politique à la Trump essaie encore de négocier avec le cycle des nouvelles. Les routes alternatives de pipelines autour du détroit offrent un soulagement limité. Le pipeline Est-Ouest de l'Arabie Saoudite transporte environ 5 millions de barils par jour. Le contournement des Émirats arabes unis en ajoute environ 5 millions de plus. Le détroit fait transiter approximativement 20 millions de barils par jour. Même avec tous les contournements à pleine capacité, l'écart demeure de 5 millions de barils. Aucune solution d'infrastructure n'existe en 6 jours. Les États-Unis ont déjà activé leurs réserves stratégiques de pétrole en mars, en libérant 172 millions de barils dans le cadre d'un prélèvement coordonné avec l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE. Le stock restant couvre environ 20 jours d'importation. 20 jours. C'est le coussin entre l'effondrement d'un cessez-le-feu et une véritable urgence d'approvisionnement. Après cela, l'économie mondiale tourne sur les marchés au comptant plutôt que sur les réserves stratégiques. À mon avis, la véritable histoire du 22 avril n'est pas de savoir si une entente formelle est signée. C'est de savoir si les deux camps peuvent prolonger la pause suffisamment longtemps pour permettre aux discussions à Oman et à Islamabad d'avancer. Une prolongation de 2 semaines sans entente formelle, juste une pause de la pause, donnerait du temps aux négociateurs et enverrait au marché le signal que le pire scénario n'est pas le scénario de base immédiat, mais les prolongations exigent l'accord des deux camps. Reuters et le Financial Times ont rapporté que l'Iran conditionne toute prolongation à des progrès visibles vers sa demande centrale de sécurité. La barre est haute. Ce moment n'est pas seulement une date limite de cessez-le-feu, c'est une révélation. Le 22 avril expose la forme d'un monde qui se construit discrètement depuis environ 10 ans. Les outils américains de pression économique, sanctions, blocus, exclusion financière, ont été conçus pour un monde centré sur le dollar où couper l'accès aux finances occidentales signifiait couper l'oxygène économique. Ce monde existe encore, mais il a maintenant à côté de lui une structure parallèle. Paiement pétrolier en yuan, logistique de flotte fantôme, rails bancaires alternatifs, un système conçu pour contourner l'application du dollar. L'Iran survit à ce blocus parce qu'il s'est branché à cette structure financière parallèle il y a des années, et cette structure a tenu sous une pression opérationnelle réelle, à une échelle significative, pour la première fois. Cela a une importance qui dépasse largement ce conflit. Chaque gouvernement qui observe cela tire des conclusions sur ce qu'il est possible de faire dans l'architecture financière mondiale actuelle pour la suite. Ces conclusions se tirent à Caracas, à Pyongyang, à Moscou, à Pékin, non pas comme propagande, mais comme leçon pratique sur le plafond de l'application fondée sur le dollar dans un monde multipolaire. En pratique, un pays absorbe 46 jours de frappe militaire directe, un blocus naval et la mort de son guide suprême, et il vend quand même du pétrole, il est quand même payé. C'est pas seulement une histoire de résilience iranienne, c'est une histoire d'infrastructure. L'infrastructure que la Chine a discrètement bâtie pendant une décennie précisément pour rendre cette issue possible.
Et voici la partie qui change le calcul stratégique pour tous ceux qui regardent. La Chine n'a pas eu besoin de tirer une arme. Elle n'a pas eu besoin d'envoyer un navire de guerre. Elle a seulement continué d'acheter. Cela a suffi. L'efficacité des sanctions américaines dépend entièrement de la perception qu'elles fonctionnent. Si les adversaires les craignent et que les alliés les respectent, Washington conserve du levier sans tirer un seul coup. Si elles sont perçues comme ayant des limites structurelles, si le monde regarde l'Iran tenir sa position à travers un blocus, tout en continuant de déplacer son pétrole, cette perception change, et la perception devient la réalité. C'est l'intérêt plus profond en jeu le 22 avril. Pas seulement les prix du pétrole, pas seulement l'inflation. La crédibilité à long terme du principal outil non militaire que Washington utilise pour orienter le comportement mondial. Les sanctions ne sont pas seulement un instrument financier. Elles sont un moyen de dissuasion. Leur puissance vient de la peur de ce qui arrive si on les ignore. Cette peur est maintenant soumise à un test de résistance en temps réel. L'administration Trump a sanctionné plus de 50 entités impliquées dans le transport du pétrole iranien depuis le début de la guerre. La liste des sanctions s'allonge et le discours de victoire arrive encore avant le résultat. La flotte Apsuné, les Rapsuléran, les raffineries typo continuent de traiter, le yuan continue de circuler. Cela ne rend pas les sanctions inutiles, cela les rend incomplètes. Et une dissuasion incomplète est un problème différent de l'absence totale de dissuasion, parce qu'elle crée de l'incertitude sur l'endroit exact où se trouve le plafond. C'est pourquoi l'administration ne peut pas simplement s'éloigner d'un mauvais résultat et déclarer victoire. Un effondrement sans entente serait lu, à l'international, comme la preuve d'un plafond du levier américain. Cela ne veut pas dire que Washington doit accepter les conditions de l'Iran. Cela veut dire que la pression intérieure pour trouver une issue praticable, même partielle, même formulée de manière souple, est plus forte que ne le laisse croire la posture publique. Les deux camps ont besoin de quelque chose qu'ils peuvent présenter comme une victoire. L'Iran a besoin d'un signal de sécurité crédible. Washington a besoin d'une concession nucléaire vérifiable. 6 jours, c'est une très courte piste pour construire cela. La proposition iranienne en 10 points, que la Maison-Blanche a qualifiée de base de négociation praticable, comprend la régulation d'Ormuz, la levée des sanctions et une résolution contraignante de l'ONU pour tout accord final. La contre-proposition américaine exige l'absence d'enrichissement nucléaire, la remise de l'uranium hautement enrichi, des limites au programme de missiles iranien et la fin du financement des groupes mandataires. Ce sont de grosses demandes. L'écart entre ces deux documents n'est pas un écart de négociation au sens traditionnel. C'est une incompatibilité structurelle. Les deux camps le savent. La question est de savoir s'ils peuvent emballer une entente partielle. Une entente partielle sur la réouverture d'Ormuz et une pause nucléaire, en reportant les questions les plus difficiles, permettrait aux deux capitales de présenter à leur public intérieur une version du succès. Et dans l'emballage version Trump, la version du succès a toujours eu plus de budget que le succès lui-même. C'est l'art diplomatique des 6 prochains jours. Non pas résoudre le conflit de fond, mais construire un langage qui permette aux deux camps de reculer du bord sans qu'aucun des deux donne l'impression d'avoir cligné des yeux le premier. Historiquement, ces échéances glissent. Elles sont prolongées discrètement, souvent sans annonce formelle. Le cessez-le-feu du 22 avril pourrait devenir le cessez-le-feu du 6 mai pendant que les négociateurs travaillent à Mascate. Ce schéma n'est pas un échec. C'est la manière dont la diplomatie fonctionne réellement sous pression. La date limite publique crée l'urgence. La prolongation crée l'espace. L'entente, si elle vient dans cet espace. L'accord nucléaire iranien de 2015, le JCPOA, était lui-même le produit d'échéances répétées manquées, de prolongations discrètes et d'un travail en coulisses qui n'a jamais fait les manchettes avant le moment de son annonce. Ce précédent compte. Il me dit que l'absence d'avancée publique avant le 22 avril ne signifie pas un effondrement. Cela peut simplement vouloir dire que le vrai travail se fait là où il devrait se faire, en privé. Les marchés semblent le comprendre. La réaction des prix du pétrole à l'approche de l'échéance a été mesurée, pas paniquée. Les traders misent sur une prolongation, pas sur un effondrement immédiat. Ce signal compte. Le pétrole se négociait déjà près de $100 le baril à la mi-avril après le choc de la guerre. Un effondrement le ferait grimper nettement davantage. L'écart entre ces deux issues constitue la prime de risque en ce moment. Le fait que cette prime de risque demeure contenue indique ce que les investisseurs sophistiqués considèrent comme l'issue la plus probable. Pas une entente, pas un effondrement, un délai. Et dans ce contexte, le délai est un progrès. Ce que je surveillerai dans les prochaines 72 heures est clair. Les déclarations venant d'Oman et du Pakistan, les canaux actifs de diplomatie de navette. Si leur ministre des Affaires étrangères signale de la flexibilité, c'est l'indice avant toute annonce. Le ton des médias d'État iraniens compte aussi.
non pas les déclarations publiques les plus dures qui sont largement performatives, mais le commentaire plus discret qui reflète la direction du débat politique intérieur. Ce que la Chine dira publiquement au sujet du 22 avril compte aussi. Pékin a plus d'influence sur le calcul économique de l'Iran que n'importe quel autre acteur extérieur. Un signal chinois a un vrai poids à Téhéran. Le Brent, dans les 48 heures précédant l'échéance, constitue un autre signal en temps réel. Sous 115 $, cela veut dire que les marchés intègrent une prolongation. Au-dessus de 120 $ avec volume, cela veut dire que les traders couvrent un effondrement. La réponse du Congrès américain compte aussi. Si de hauts républicains appuient publiquement une prolongation du cessez-le-feu, c'est le signe que la couverture politique pour tenir une ligne dure se rétrécit à l'intérieur de Washington. Et la posture de la marine américaine dans le Golfe compte aussi. Pas les communiqués de presse, les mouvements réels des navires. Si les groupes aéronavals gardent leur position au lieu d'avancer, Washington ne se prépare pas à l'escalade. Le cessez-le-feu expire le 22 avril. Il n'y a pas encore d'entente. Mais ce moment ne concerne pas seulement l'Iran et l'Amérique. Il concerne le type d'architecture du levier qui gouvernera la prochaine décennie de concurrence mondiale. Un monde où les outils fondés sur le dollar conservent leur pouvoir de dissuasion, ou un monde où une architecture financière parallèle a mûri suffisamment pour absorber cette pression et garder un pays sous sanction à la table des négociations. La réponse honnête, c'est que les deux mondes coexistent déjà en ce moment. L'ancienne architecture fonctionne encore partiellement. La nouvelle n'est pas encore complète. Le 22 avril se produit dans cet espace intermédiaire. Cette ambiguïté est inconfortable pour des décideurs qui ont besoin d'une doctrine claire. Mais c'est la réalité concrète de l'endroit où se trouve aujourd'hui le système financier mondial et le système géopolitique entre deux époques. La question n'est pas de savoir quel monde gagne le 22 avril, la question est de savoir dans quelle direction pointe l'épreuve. Et, en ce moment, les éléments venant du détroit d'Ormuz méritent une attention sérieuse. Cette question n'aura pas de réponse complète le 22 avril, mais la direction de la réponse devient visible dès maintenant. Comprendre cette direction compte plus que n'importe quelle manchette sur ce cessez-le-feu. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. À bientôt.